Bonsoir Daniel Brisson. Bonsoir Jean-François, bonsoir l'équipe de Théovox. Merci pour l'invitation. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous de te recevoir ce soir. Daniel, lundi, le 16 décembre dernier, le gouvernement Trudeau s'est retrouvé plongé dans une crise politique après la démission fracassante de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et ce, à quelques heures du dépôt de la mise à jour économique. On regarde une vidéo à l'instant, puis on commente tout ça ensemble par la suite. C'est une bombe politique. Un coup de poignard dans le dos d'un premier ministre déjà affaibli. C'est triste de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Qui perd l'une de ses plus proches alliés. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est un coup dur de perdre la ministre Freeland, mais en même temps, on a vécu plein de choses dans les 10 dernières années. Chrystia Freeland, la femme de confiance de Justin Trudeau, qui avait renégocié l'ALENA et à qui il avait donné les finances après le départ de Bill Morneau, annonce le jour même de l'énoncé économique qu'elle quitte son poste de ministre des Finances. C'est une situation sérieuse, mais il faut toujours garder le meilleur intérêt des Canadiens et des Canadiennes. Au cours des dernières semaines, nous nous trouvions en désaccord sur la meilleure voie à suivre pour le Canada, écrit la principale intéressée à Justin Trudeau dans une lettre publiée sur les médias sociaux. Il faut éviter les astuces politiques coûteuses que nous ne pouvons pas nous permettre, ajoute-t-elle. Selon nos informations, Chrystia Freeland n'a pas digéré de s'être fait offrir un poste de ministre sans portefeuille pour gérer les relations canado-américaines. C'est Dominique Leblanc, un proche et ami d'enfance de Justin Trudeau, qui prendra les rênes des finances. Moi, je crois que le premier ministre demeure très concentré sur le travail que nous avons devant nous. Mais est-ce que le premier ministre pourra survivre à une telle attaque? Il doit partir parce qu'il faut que ça fasse... ça fait plus de sens. Là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la chronique d'une mort annoncée pour les prochaines élections si le premier ministre ne quitte pas. Que Justin Trudeau quitte ou non, son gouvernement est ébranlé, son emprise sur ses troupes amenuisée. Le pire chaos au sein du gouvernement du Canada dans l'histoire moderne. C'est fini pour le gouvernement de Justin Trudeau. C'est terminé. Je demande la démission de Justin Trudeau. Tous les projecteurs sont maintenant braqués vers Justin Trudeau qui devra décider si le moment est venu de tirer sa révérence. En coulisses, on nous laisse entendre qu'il est en réflexion. Le premier ministre a déjà traversé des crises, mais jamais une comme celle-ci. Daniel, la démission de Chrystia Freeland met évidemment en lumière des désaccords profonds au sein du Parti libéral. Quels sont ces désaccords profonds qui régnaient entre la ministre de la Finance, vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, et Justin Trudeau? On n'a pas tous les détails. Il nous manque des informations qu'on n'a pas encore. C'est clair que l'histoire de TPS qui avait été annoncée et du chèque de 250, ça semblait ne pas passer. Mais il y a aussi un autre phénomène, et on pourra en parler tout à l'heure. À Mar-a-Lago, tout d'un coup, Trudeau a été invité par Donald Trump, ou Trudeau a appelé Donald Trump suite à l'invocation des tarifs. La négociation venait de changer. Et à Mar-a-Lago, Chrystia Freeland n'a pas été invité versus Dominique Leblanc qui, lui, était là. Je pense que beaucoup de gens voulaient tasser Chrystia Freeland dans l'entourage du Parti libéral. Alors, ce n'est pas seulement Justin Trudeau en soi, mais beaucoup de gens étaient peut-être tannés aussi de l'espèce de détournement de fonds qu'on a vécu vers l'Ukraine, entre autres. Et on sent que ce conflit-là achève aussi, donc les fonds vont diminuer. Et c'était déjà dans le budget. Quand j'ai regardé la mise à jour, on parlait encore au total de 20 milliards, là, je veux dire, en tout et partout. Ça n'a pas de sens. Il y a encore des mauvaises politiques. Ça a éclipsé beaucoup de choses, ce départ fracassant-là, à la veille du dépôt de la mise à jour économique. Ça frôle l'illégalité. C'est là que, dans la journée, Justin Trudeau était obligé de renommer un autre ministre des Finances, en l'occurrence Dominique Leblanc. Absolument. Mais c'est une vraie honte, c'est une vraie catastrophe. Ouais. C'est un chaos dans notre régime parlementaire, ça n'a pas de sens. Et la Chambre n'a pas pu débattre de cette mise à jour économique qui est, encore une fois, désastreuse. 60 milliards de déficit. Oui, c'est ça, près de 62 milliards. Quelles seront, Daniel, les répercussions du départ de Chrystia Freeland sur le gouvernement de Justin Trudeau, sur Justin Trudeau lui-même, puis sur la scène politique canadienne? Majeure. D'abord, la tendance de sondage, il y avait
une sorte de stabilité. Même le Parti libéral remonte un petit peu, pas beaucoup. On s'entend pour Pierre Poilievre, les conservateurs, s'enlignent pour une victoire fracassante. Et là, suite au départ, ça plonge. Le Parti libéral plonge encore. Le caucus n'est plus derrière Justin Trudeau. Il a perdu carrément la crédibilité de son caucus, sans parler de la crédibilité de tout le Canada au complet. Et bien sûr, on va le dire, de la planète Terre. En commençant par les États-Unis qui voient ça aller. Eux autres, ils s'amusent. Là, actuellement, les États-Unis, l'équipe de Donald Trump, qui n'est pas encore assermentée, c'est le 20 janvier, eux autres s'amusent comme des petits fous. Là. Et Trudeau a une pression extrême actuellement de faire des choses. Il ne gère aucun agenda. Il ne contrôle plus rien. Il a peut-être déjà contrôlé je ne sais pas quoi. On a oublié dans le topo de Radio-Canada, je tenais à souligner, les journalistes de Radio-Canada, vous avez oublié deux choses. Justement, l'argent détourné vers l'Ukraine, vous ne l'avez pas mentionné beaucoup. C'est des milliards quand même, de l'argent des contribuables canadiens. Où est allé cet argent? Où sont allées les armes et autres? Et c'est Chrystia Freeland qui était d'accord pour geler les comptes de banque aussi, faut-il le rappeler, hein? Parmi son apport magistral aux finances de ce pays, d'avoir aidé à détruire le Canada. Elle a fait des budgets monstrueux déficitaires avec Trudeau qui l'appuyait. Donc, franchement, Chrystia Freeland, ça, c'est une autre affaire, on peut dire bon débarras. Ouais. Ça, mais avec une figure aussi influente qui quitte son poste, comment c'est. Parce que c'est une figure influente. Tu sais, cette femme-là, il faut le dire, on va se le dire, Daniel, elle était directement connectée avec le Forum économique mondial à Davos, directement. Oui. Il siégeait sur un comité là-bas assez influent. Il y en a qui pensent même que Chrystia Freeland était comme le boss non nommé de Justin Trudeau également. Mais avec une figure aussi influente qui quitte son poste, comment cette démission pourrait-elle influencer les perspectives électorales du Parti libéral? Bien, encore là, c'est une catastrophe, tout dépendant s'il va y avoir un lancement de course à la chefferie ou pas, mais on ne semble pas s'aligner là-dessus. Nous n'avons pas de procédure de destitution. Justin Trudeau peut proroger le Parlement, aller quasiment jusqu'à l'élection, le temps qu'il y ait une course à la chefferie. Et l'impact s'est fait sentir au niveau monétaire. Suite au départ et dans la journée, le lendemain et le surlendemain, donc hier, le dollar canadien a plongé. Le dollar est plongé solide sous l'eau actuellement. Et même, il y en a qui blâment Donald Trump, mais j'ai regardé la devise du Canada. Elle a plongé face même au peso argentin et au peso de la République dominicaine. Wow. On s'entend que comme catastrophe, ce gouvernement-là est une catastrophe ambulatoire totale. Ouais. Le caucus libéral, il y en a qui commencent à réaliser maintenant, qui sont peut-être allés trop loin dans leur connerie. Les politiques de DEI, d'équité, diversité, ça sont encore là-dedans. Le climat, il y a encore de l'argent qui va détourner par là. Dans la mise à jour économique que j'ai regardée cette semaine, il y a encore des dépenses là-dessus. Le logement, encore des fonds immenses alloués à ça. On parle de milliards, là. Ouais. Dans un champ de compétences qui n'est pas le champ de compétences fédéral. Alors, on va dépenser allègrement. Et j'ai bien hâte de voir le comportement du reste. Et oui, donc l'impact de la politique canadienne va être majeur. Là, demain, alors nous sommes le 19 aujourd'hui, il a été annoncé que le 20 décembre, Justin allait faire un remaniement ministériel le vendredi 20 décembre, à la veille du congé de Noël, qui est quand même majeur. Les familles vont en parler beaucoup de cette actualité-là pendant le congé du temps de Noël. Écoute, Daniel, tu parlais de course à la chefferie un peu plus tôt. Est-ce que ça serait utopique? Parce que Chrystia Freeland, elle a annoncé qu'elle démissionnait de son poste de vice-première ministre au Canada puis du ministre des Finances au Canada, mais elle demeurait quand même députée. Est-ce que tu penses que ce serait utopique de penser, parce qu'elle a annoncé qu'elle serait là aux prochaines élections, puis dans son comté à Toronto pour se représenter, est-ce que tu penses que ce serait utopique de la voir briguer la course à la chefferie du Parti libéral du Canada, puis se présenter potentiellement comme adversaire à Pierre Poilievre aux prochaines élections? Bon, si elle veut le faire, ça va être une catastrophe aussi pire que Kamala, l'autre, là, aux États-Unis. Je ne la vois pas. Elle n'aura pas beaucoup d'appui tant que ça, elle là, pas du tout. Juste, on parle souvent de sa démission, mais quand on regarde la signature de sa lettre de démission, c'est un barbeau, c'est une ligne de quelqu'un qu'on lui a plutôt dit « tu sacres ton camp, tu dégages, tu t'en vas, tu n'es plus la ministre des Finances ». Elle s'est fait tasser. Elle a signé c'était pas sa signature, c'est un barbeau qu'elle a fait.
Donc, elle s'est faite pousser et des sources internes avec qui, de qui j'ai eu des contacts me l'avaient dit, dans le caucus et au parti, elle n'est pas tellement aimée non plus. Là. Il y en a qui avaient hâte qu'elle parte. Donc, si elle veut faire sa course au leadership, qu'elle le fasse. À part quelques journalistes de Radio-Canada, je ne sais pas quels seront ses appuis à travers le pays. Oui. Mais on a vu Pierre Poilievre et Yves-François Blanchet qui ont rapidement utilisé cette démission-là pour renforcer, faire du capital politique, puis renforcer leur appel à des élections générales. Oui. Ma question pour toi maintenant, Daniel, c'est comment ce départ pourrait-il influencer ou pourrait-il jouer en faveur des conservateurs, du Bloc québécois? Je dirais même, parce qu'on a annoncé d'entrée de jeu, tu es le lieutenant-gouverneur de Maxime Bernier au Québec pour le Parti populaire du Québec. Oui. Excuse-moi, lieutenant politique. Je dis lieutenant-gouverneur. Hein? Ben écoute, je t'ai donné une promotion. Peut-être que les finances de l'État seraient mieux gérées si c'était lieutenant-gouverneur que présentement. Oui. Mais tu es le lieutenant politique de Maxime Bernier pour le Parti populaire du Canada. Oui. Comment ça peut affecter dans les stratégies électorales ces partis-là? Oui, beaucoup. C'est sûr qu'on sent la pression immédiate. Justin peut démissionner, ça ne veut pas dire qu'il y a une élection, mais clairement, au mois de mars prochain, quand il va y avoir un autre budget, là, c'est clair que le NPD ne l'appuiera plus. Bon, le Jack Mincing va avoir sa pension en fin février, là, il va être correct. Il va attendre jusque-là, si possible. Le Bloc québécois n'appuie plus Justin Trudeau, c'est un gouvernement minoritaire. Donc oui, on s'attend à des élections plus rapidement que tard. Maintenant, on va voir ce que Justin va décider. Demain, le remaniement ministériel va donner un ordre de direction. Il y en a qui parlaient, vous savez que le Parlement, donc, était suspendu temporairement et reprend ses activités le 27 janvier. Ouais. Donc, déjà là, s'il y a un vote de non-confiance, est-ce que, ça va être intéressant, c'est clair que l'équipe de Pierre Poilievre, Parti conservateur, vont déposer un projet de loi, une motion de non-confiance, pardon, dès la rentrée. Ben, s'ils ne le font pas, c'est eux autres les pires. Que fera le Bloc, que fera le NPD? Est-ce que le NPD va encore sauver Justin Trudeau ou est-ce que le Bloc va sauver Justin Trudeau? On a de la stratégie là-dedans de part et d'autre. Est-ce qu'ils vont collaborer encore une fois pour sauver Trudeau pour ne pas aider Poilievre? Mais ça ne change rien parce qu'actuellement, le NPD et le Parti libéral sont en déroute, les deux. On le voit dans les sondages, mais on le voit aussi. Toute cette activité-là a éclipsé une élection partielle qu'il y a eu en Colombie-Britannique encore. Ouais. Traditionnellement plus libéral, traditionnellement plus à gauche. Le taux de vote de participation était très faible, en bas de 17 %, donc 16 quelques % de taux de participation. Très, très, très faible. Cependant, 66 % de ces électeurs-là ont choisi le Parti conservateur du Canada. Ce qui veut dire que l'équipe libérale de Justin, du Parti libéral du Canada, n'a même plus assez de ressources pour faire sortir leur propre vote à eux. Ouais. C'est la débandade probablement à l'intérieur même du parti. C'est ce que des députés élus actuels commencent à réaliser, que leur appui de population, il n'y en a plus. Non. Et je m'attends, un autre effet, je m'attends qu'après Noël, ou peut-être même avant, suite au remaniement ministériel demain, il y en a peut-être qui vont attraper la COVID ou la grippe aviaire ou qui vont dire, pour des raisons familiales, je ne me présente pas. Donc, le parti à l'intérieur va continuer de s'auto-désagréger. Ça, c'est clair. Ouais. Chrystia Freeland a exprimé son désaccord, tu l'as dit un petit peu plus tôt d'entrée de jeu dans l'émission. Elle a exprimé son désaccord avec certaines mesures économiques du gouvernement Trudeau, notamment en lien avec les tensions commerciales avec les États-Unis. Ouais. Tu as parlé d'entrée de jeu du déficit faramineux de près de 62 milliards de dollars. Oui, effectivement, c'est très, très, très honteux. Puis, mais dans son budget à Ottawa, Ottawa avait prévu un déficit de 40 milliards de dollars. Ils expliquent ce déficit-là avec plus de 16 milliards de dollars qui ont été mis en provision pour régler des revendications des peuples autochtones. Ils expliquent ce déficit majeur-là en expliquant qu'il y a eu un 5 milliards qui a été versé pendant la pandémie sous forme de prêts aux entreprises qui ne seront jamais récupérés. Mais mea culpa, c'est à cause de vous que ces prêts-là ne seront pas récupérés. C'est de votre faute au fédéral si ce 5 milliards-là ne sera pas récupéré. Puis, il y a une autre chose, il y a un autre élément qui est pris en considération, c'est la suspension jusqu'au 15 février prochain de la taxe de vente sur de nombreux produits et services. Ça va coûter au Canada. Moi ça me fait flipper de voir qu'on est endetté
mais qu'on se trouve le moyen quand même d'essayer de faire des cadeaux de Noël aux contribuables qui, on va le reprendre, on le sait, par la poche en arrière, ce cadeau-là, c'est un cadeau empoisonné, pour essayer d'acheter des votes pour les prochaines élections. Mais tout ça, là, le temps de pause qu'on donne jusqu'au 15 février prochain sur la TPS aux contribuables, ça l'équivaut à une perte de 1,6 milliard de dollars. Ma question pour toi est la suivante, Daniel. Est-ce que tu penses que Chrystia Freeland a quitté le navire avant que le navire n'échoue officiellement? Je dirais que c'est un mélange des deux, peut-être. On lui a montré la porte, mais c'était d'abord irresponsable de 40 milliards. Et tu l'as dit, le 6 milliards qui s'ajoute en plus, 400 milliards de plus pour les pertes des entreprises, c'est leur prêt à eux qui ont créé. C'est une aberration. C'est eux qui ont mis le Canada dans le trou. Et profondément, à part ça, le congé de TPS, c'est un cadeau électoral, comme le 250$ qu'ils ont lancé. Comme le 500$ à Legault. Comme le 500$ à Legault. Ils ont manqué d'ambition, ils ont mis 250 au lieu de 500, mais bon, il y a encore vraiment... C'était une mesure totalement absurde. Et ça, les gens, c'est drôle, ils l'ont vu, cela. Et ils n'ont pas adhéré. Et pour les compagnies, c'est devenu aussi un embarras, un problème à gérer avant Noël. Tu es dans tes chiffres, tes prévisions, et tu n'as pas le temps de niaiser pour des cochonneries comme ça. Et là, ben, tu te ramasses à prendre des ressources informatiques ou des ressources techniques, techniciens comptables, peu importe, administratives, pour gérer une patente à gosse de même. Tu n'as pas besoin, c'est pas dans ta prévision, ta planification. Et ensuite, après le mois de février, ça revient, il faut que tu réajustes ça. Je veux dire, ça l'a totalement déplu aux compagnies, cette situation-là, à beaucoup, beaucoup de monde. Alors, il n'y a pas... C'est une mesure, finalement, qui va avoir fait... il n'aura pas fait le plaisir à personne. Chrystia Freeland ne semblait pas être d'accord avec cette décision aussi, ça c'est vrai. Mais il est clair qu'elle n'était pas aimée non plus à l'international. Et c'est vraiment une bonne chose qu'elle a été tassée maintenant, parce que c'est elle que Trump voulait mettre, encore une fois, pour négocier c'est elle que Trudeau voulait mettre, pour négocier face à l'administration de Donald Trump, qui s'en va avec les tarifs. Mais tu sais, Daniel, catastrophe annoncée. Là. Quand je t'entends parler qu'elle n'était pas appréciée à l'international, entre toi et moi, quand tu es la coqueluche du Forum économique mondial, et tu sièges sur des comités de ces mondialistes psychopathes-là, tu t'en fous un peu de faire l'unanimité à l'international parce que tu as déjà une certaine garantie d'être backé avec tes positions par les mondialistes de ce monde. En partie, c'était vrai, peut-être, on peut dire, aller jusqu'il y a 6 mois. Regardez tous les gouvernements européens qui ont changé de bord et qui ont mis des gouvernements, justement, plus pour leur peuple, que ce soit la Hongrie, que ce soit tranquillement pas vite l'Argentine aussi, on l'a vu, ils perdent le contrôle. L'Union européenne, cette semaine, le traité de l'OMS est deuxième fois rejeté. Ça ne passe plus. Donc, les appuis qu'elle avait, ce n'était pas à travers le peuple, elle l'avait à travers une certaine élite. Cette élite-là est en train de s'effriter à vitesse grand V. Et je ne le cache pas, c'est le 5 novembre qui a changé la donne. Si c'était Kamala qui passait, Kamala Harris, qui passait, eh bien, c'est clair que ça continuait comme si de rien n'était, mais ce n'est plus le cas. Le nouveau patron, ce n'est plus le WEF. Le plan, il déraille actuellement. Leur gang sont plus avec eux autres. Alors, jusqu'à quel point les réformes vont être importantes? On le voit aux États-Unis avec l'annonce qui a été faite encore une fois cette semaine. 2 annonces importantes, au point de vue fiscal, au point de vue monétaire. Qui veut investir au Canada actuellement? Le gouvernement allemand vient d'être défait. Une motion de confiance qui n'a pas passé. Donc, il va y avoir une élection en février en Allemagne. Alors, Scholz vient de perdre le chancelier Scholz. C'est fini, là. Alors, les alliés de Freeland, du côté élite, ne sont plus là pantoute. Il reste Macron, mais Macron est en train de prendre le bord aussi. Il était sorti affaibli. Alors, elle n'a plus les appuis dans beaucoup de pays non plus. Un prochain sommet du G7, le portrait va carrément, complètement changer actuellement. L'avenir nous le dira, mais est-ce que sa démission à Chrystia Freeland affaiblit la position du Canada dans les négociations internationales et face aux politiques protectionnistes de Donald Trump?
Ben, l'affaiblir était. Est-ce qu'on peut affaiblir quelque chose qui était déjà faible? Qui était déjà pas, je veux dire. T'envoies Christophe Freeland négocier contre Trump, mais regardez les dernières négociations qui ont été une catastrophe encore. Là. C'était poche. Là. Quelle équipe de poche qu'on a envoyée? Et nous autres, on avait 3 sujets qu'on voulait parler la dernière fois. L'équité homme-femme, les droits des LGBTQ puis l'environnement. Alors que l'équipe de Trump est arrivée avec 110 propositions économiques, nous autres, on arrivait avec 10, dont les 3 que je viens de nommer, totalement inutiles. Et là, Trump a lancé le défi. Encore là, on joue sur le côté finance. Mais qu'est-ce que Trump a dit? C'est je vais vous mettre des tarifs si vous ne réglez pas votre problème de frontières. C'est ça l'enjeu. C'est pas si vous me donnez tel avantage fiscal sur le bois d'œuvre ou le pétrole de l'Alberta ou les richesses minières. Non, 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 non. Parce que Trump a associé une tarification sur une protection de frontières. C'est ça l'enjeu. Et là, la réaction, ben, c'est des poules pas de tête actuellement. Et ça continue à courir. On les voit courir quasiment tous les jours maintenant avec les déclarations. Hey Daniel, ma dernière question en terminant ce soir, c'est 51e État américain. Trump martèle là-dessus énormément. Il nous reste une minute. En une minute, est-ce que tu es pour ou contre que le Canada deviendrait le 51e État des États-Unis? Vite de même, je me pose la question encore et tout dépendant des conditions. Je suis encore pour le Canada, bien sûr. Et est-ce que le Canada mérite de se battre pour? Oui. Est-ce que nos familles, nos enjeux, c'est nos territoires? Oui. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Telle est la question. Et pas, actuellement, non, exactement. Donc, quels sont les avantages et inconvénients? Ce qui est sûr, c'est que le débat est lancé et il y a de la place. Ce que Trump est en train de faire, il programme dans la tête d'une nation au complet l'idée de devenir un 51e État. Il faut dire qu'un État américain a plus de pouvoir qu'une province. Ouais. Mais c'est quand même étrange parce que moi, je vais dire, le 5 novembre dernier, on avait fait une émission spéciale ici chez Théo Vox Actualité où on avait couvert les élections. Et avec la nomination, justement, ou la victoire de Donald Trump comme président des États-Unis, Richard Descaries, et je cite ses mots, avait dit « Trump n'est pas seulement devenu le président des États-Unis, il est devenu président de l'Amérique ou de l'Amérique du Nord. Parce qu'il est comme président du Mexique et du Canada, avec tous les moyens de pression qu'il peut faire, c'est lui qui contrôle maintenant l'Amérique du Nord. Oui. Et il avait tout à fait raison. Et plus. Mais si cette déclaration-là avait été faite à une certaine époque, ça aurait été une déclaration de guerre, parce qu'on ne peut pas s'avancer à dire des choses comme ça sans que l'autre pays ne réagisse pas à des commentaires de la sorte, là. Ben, exact, mais tu vois justement comment le monde est tanné de tout ce qui s'est passé au Canada, l'endettement qu'on a. C'est sérieux, là. C'est pas. Il y en a qui disent c'est pas grave, c'est juste des chiffres. Non, non. Ça a un impact. Et là, plus que jamais, la prochaine élection fédérale va être hyper importante. Et le résultat, et l'état des finances publiques va déterminer la suite, mais clairement, j'ai rarement vu une aussi grande montée d'appui face on dit un 51e État. C'est sûr que le Canada serait probablement partagé en 4 États. Québec, Ontario, Maritime, l'Ouest, possiblement, ou autre formule, on s'entend. Mais ça fait son chemin, comme j'ai rarement vu. Il y avait un parti 51 à l'époque. J'ai fait une entrevue avec Hans Mercier à ce sujet. Puis lui-ci, là, il le sent, il le voit. Et là, ils en rajoutent à tous les jours. C'est parce que qui va défendre Trudeau? Il n'y a aucune crédibilité. Le Canada n'a plus de crédibilité sur la scène mondiale. C'est vu comme une place comme une autre, bien banale. Et on ne sent pas que le peuple, il y a une grosse unification derrière le maintien du Canada actuellement, d'un océan à l'autre, actuellement. Pas du tout. C'est un risque. Merci beaucoup, Daniel Brixton, d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été fort agréable d'échanger avec toi, Daniel, sur justement la démission de Chrystia Freeland. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fut un plaisir et au plaisir de discuter avec vous de d'autres sujets ultérieurement. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. Vous savez, les institutions politiques ont été infiltrées depuis longtemps et de penser que ça serait mieux, par exemple, avec les conservateurs, c'est utopique. La question baromètre qu'on pose ou qu'on devrait poser continuellement pour évaluer un parti, puis c'est une question qui est un parti politique, c'est une question qui est aussi politique aujourd'hui parce qu'on a politisé ces valeurs chrétiennes-là, demeure la question de l'avortement. Cette question baromètre, cette question-là est une question baromètre qui nous aide vraiment à identifier si un parti, par exemple, a été infiltré par une pensée mondialiste.